Bienvenue dans 35%, le premier podcast sur l'actualité du crédit. Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Eh bien, nous y sommes, les amis. Il est actuellement dans mon salon à Asnières-sur-Seine. Olivier Leandrevi, bonjour. Bonjour Yacine. Quel plaisir et quel honneur de vous recevoir. Au moment où j'avais créé ce podcast, je pensais déjà à vous dans ma liste des invités qu'il faudrait avoir. Donc merci, c'est un demi-rêve qui se réalise. Demi-rêve, je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai un grand rêve qui est que vous m'obligiez à acheter un troisième micro et faire une interview à 3 avec une troisième personne. On en parlera un peu plus tard. Olivier, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu rapidement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il peut y en avoir qui ne vous connaissent pas, c'est un podcast qui est sur l'actualité du crédit, donc j'imagine qu'il y a des courtiers, des agents IMO, mais peut-être des gens qui ne connaissent pas Olivier Leandrevi. Ça marche. Donc Olivier Leandrevi, 49 ans, père de 2 enfants. Anciennement, et je pense que la plupart de vos auditeurs me connaîtront pour ça, j'étais président de CAFPI, donc l'un des principaux réseaux de courtage en crédit. Et depuis quelques semaines, je suis le fondateur de MoneySmart. Et on en reparlera, j'imagine, plus tard. Ouais, alors on peut déjà faire un petit elevator pitch de MoneySmart. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu rapidement, pour dégrossir un peu sur MoneySmart, qu'est-ce que c'est ? Alors MoneySmart, c'est une plateforme éditoriale en format web plus newsletter, dédiée aux sujets d'analyse économique et financière. Donc pour tous les publics professionnels ou particuliers avec du patrimoine qui s'intéressent à ces sujets, qui ont envie d'approfondir ces sujets. Ok, donc on rentre dans la technique avec MoneySmart ? Oui, on va assez en profondeur sur des sujets et avec tous les liens qui vont bien pour que chacun en autonomie, s'il a envie d'approfondir, puisse trouver des ressources sur les différents sujets qu'on aborde. Ok. Voilà. Donc pour l'instant, c'est moi tout seul. Voilà. Okay. Et puis progressivement, j'essaierai d'ouvrir à d'autres contributeurs sur des sujets sur lesquels des sujets que je maîtrise moins moi-même à titre personnel. Ok. Le principe de cette interview, ça va être un peu un fil rouge, un peu, où on va parler de votre parcours. J'ai mis sur ma tablette là, votre LinkedIn pour qu'on se simplifie la vie. J'aimerais qu'on commence par parler par le début, c'est-à-dire votre formation académique. Déjà, est-ce que vous étiez parisien ? Non, je suis provincial, j'ai grandi à Besançon, dans l'Est. Ok. Et vous saviez que vous alliez à Paris à ce moment-là ? Non. Je ne savais pas grand-chose à ce moment-là. Au moment du bac, si on se replace à ce moment-là, voilà, bon, j'étais un élève consciencieux, avec des bonnes notes, je ne m'étais jamais posé trop de questions. J'avais toujours imaginé que j'irais préparer une école d'ingénieur, comme c'était le modèle familial, disons. Okay. Ça paraissait la voie naturelle. Quand on avait de bonnes notes, c'était mon cas. Et puis c'est un petit accident de parcours idiot, le hasard parfois, qui m'a obligé à revoir ça et à me poser des questions, puisque cette voie-là, finalement, c'est fermé pour moi. Et de façon relativement improvisée, je me suis retrouvé à suivre une prépa école de commerce. On peut en parler de cet accident de vie ou Oui, je suis pas sûr que ça passionne les auditeurs, mais c'est moi ça m'intéresse. C'est une prof de chimie qui m'avait dans le nez, qui a décidé de me mettre un 2 au bac blanc de chimie, Okay. Qui a ruiné tout mon dossier pour les prépas scientifiques. C'est aussi bête que ça. Alors que par ailleurs, j'avais toujours eu d'excellentes notes dans les matières scientifiques. Bon, voilà. Ok. Et non, parce que quand même se retrouver dans une prépa, c'était une prépa HEC du coup. Oui, prépa HEC, exactement. C'est, voilà, comme voie de garage, il y a pire quand même. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est quand même pas, c'est pas non plus la déchéance. Hein. mais je le souligne simplement parce que
c'est ce que j'appelle la sérendipité, quoi. De temps en temps, il y a des signaux du destin comme ça qu'on ne maîtrise pas. Il faut faire avec, il faut les accepter et puis avancer, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et bon, je crois que ça m'a pas desservi au final. Je suis peut-être plus heureux aujourd'hui que si j'avais suivi une formation d'ingénieur. Et par curiosité, du coup, si vous aviez pu aller jusqu'au bout, ça serait sur quel type de parcours? Aucune idée. Ok. Aucune idée. Peut-être sur des sujets aéronautiques, c'est un sujet qui me plaisait bien, mais bon, en réalité, je pense que j'avais très peu de vision de ce qui se cachait derrière en termes de profession, donc je ne saurais pas dire. Donc Dassault a raté un très bon élément à cause d'une prof de chimie, voilà, vous le saurez. Prépa HEC à Besançon? Non, du tout. Là, pour le coup, mon dossier a été pris dans une bonne prépa à Paris. À Besançon, il y avait rien d'équivalent. Et du coup, voilà, je suis arrivé à Paris et j'ai fait 1 an de prépa. À l'époque, on pouvait encore faire ça en 1 an. Ok. Et Jouy-en-Josas, HEC? Exactement, ouais. Des années plus faciles du coup que la prépa, j'imagine? Moins intense sur le plan du travail, oui, ça c'est clair. Ok. Et assez vite, malgré tout, une sorte de frustration, mais qui est assez courante, je crois, enfin, quand je parle avec mes camarades de l'époque, après 1 ou 2 années ou 3 années maintenant, éventuellement, de prépa qui sont quand même super intenses pour la plupart des gens, il y a une sorte d'effet de décompression quand on arrive en école. Et la différence d'intensité est assez surprenante. Et ça peut avoir un effet de démotivation. On se demande un peu pourquoi on a autant travaillé. Et en même temps, j'avais quand même conscience d'avoir accès à des profs, certains profs qui, dans leur domaine, étaient parmi les meilleurs au monde, quoi. Mais j'avais le sentiment de passer un peu à côté. Il me manquait quelque chose pour en profiter. Et au bout d'1 an, je suis arrivé à la conclusion que ce qui me manquait pour vraiment tirer toute la valeur des enseignements qui m'étaient proposés, c'était en fait d'être capable de les rapprocher d'une expérience professionnelle qu'à l'époque je n'avais pas. Ok. Et donc je me suis mis à chercher, c'est devenu obligatoire depuis, mais à l'époque j'étais un des premiers à le faire. J'ai cherché à couper ma formation pour partir 1 an en entreprise, entre ma première et ma 2e année. Et comme j'avais envie de voir le monde, je me suis intéressé aux stages, aux césures qui pouvaient exister à l'étranger, et j'ai eu la chance de décrocher un stage à New York. Alors je vous avoue que ce qui m'intéressait, c'était surtout d'aller vivre 1 an à New York en tant qu'étudiant à 20 ans. Je comprends totalement. Je pense que ça aurait pu être dans n'importe quel domaine. Si je suis honnête avec moi-même, j'aurais pris. Il se trouve que c'était dans la banque. Ok. Donc première expérience dans la banque directement. Et c'est comme ça que je découvre les métiers financiers en réalité. Ok. Auprès de qui? C'est une boîte qu'on connaît? Alors c'est une boîte qui n'existe plus en tant que telle. Ça s'appelait la Banque Française du Commerce Extérieur, la BFCE. Okay. Une très jolie banque qui, au fil des rapprochements de banques, est devenue progressivement... c'est l'ancêtre de ce qu'a été ensuite Natixis. Ok. Donc le groupe BPCE. Intéressant. Voilà. On reste sur les métiers de financement entreprise. Donc typiquement financement de filiales de grands groupes français qui avaient des activités aux États-Unis. Ok. Avec, c'était des fonds français ou des fonds américains du coup? Les sous venaient d'où? C'était des sous du marché interbancaire, on va dire, des refinancements. C'était un pur modèle de société de crédit qui prenait quasiment pas de dépôt. Ok. Très très bien. Et dépendait d'aucune banque à l'époque? Non, à l'époque c'était une banque autonome qui ensuite a racheté le Crédit National pour devenir ce qui s'appelait Natexis. Et puis ensuite ça a été repris par le groupe BPCE. Ok. Et donc 1 an de césure auprès de j'ai oublié. La BFCE. La BFCE. Ouais. Et le poste c'était... Vous étiez banquier? Analyste crédit, donc j'étais, on va dire, en binôme avec un chargé de relations clientèle entreprise. Okay. Et c'était un mix d'analyse financière sur les fonds des entreprises.
préparation des dossiers de crédit pour Ok. les soumettre au comité, Ok. et puis un peu de relations commerciales quand même, en D'accord. l'accompagnant à des rendez-vous clients, etc. Et ça doit être passionnant. Du coup, C'était j'imagine, génial. C'était génial, absolument génial. on est en quelle année là? On est en 1994, si je dis pas de bêtises, ou 93-94. Donc en plus New York était encore en plein boom. Ouais. C'était une très belle époque. Ouais. Je comprends. Donc du coup, retour à Paris, jouer à Jean Zas pour terminer vos études. Est-ce que d'ailleurs, j'en profite, à HEC, vous avez eu des petits camarades de classe qui sont un peu sortis du lot aujourd'hui, qu'on peut retrouver à la tête de grosses boîtes? Oui, enfin, il y en a un certain nombre et je vais forcément en oublier. Un de mes meilleurs copains sur les bancs d'HEC, c'était Ronan Lemoal, qui a été longtemps patron d'Arkea, et qui est maintenant parti et qui a monté son fonds. Voilà. J'ai eu aussi je le dis parce qu'on est dans un milieu de courtage, j'avais aussi dans ma promo Geoffroy Bragadir, fondateur d'Empruntis, qui ensuite a revendu, etc. Rigolo. Donc finalement, peut-être. Et puis d'autres qui sont partis en politique, enfin, il y a beaucoup de choses. Ok, alors un politique quand même, juste pour la curiosité, Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition énergétique. Ok, voilà. Très bien. Ou du coup, eux qui ont fait HEC pour l'ENA, finalement. Voilà, eux ensuite, ok. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas fait l'ENA? Aucune envie, absolument aucune envie. Ok. J'avais goûté à la vie en entreprise et voilà, je savais que c'était ça. Pour moi, c'était ça. C'est très noble. Hein. Je veux pas dire de mal du tout de ceux qui ont choisi cette voie, mais moi, j'avais le sentiment que mon épanouissement, ce serait dans la vie d'une entreprise. Ok. Très bien, très clair. Vous sortez d'HEC. Alors, j'ai vu une expérience sur votre LinkedIn où vous parlez de NYU. Oui, je suis retourné à New York pour ma dernière année à HEC. Ok. Il y a un accord d'échange avec l'université à New York, avec le MBA de NYU. Une année n'était pas suffisante finalement. Voilà, donc j'ai fait une deuxième année à New York. J'ai réussi à faire 2 ans à New York sur 4 années. Parfait. L'ambiance à NYU par rapport à Jouy en Josas? Très différent, précisément parce que dans le modèle MBA, en fait, il n'y a que des étudiants qui ont déjà 3-4 ans d'expérience en entreprise, donc des gens un peu plus âgés, mais qui ont déjà ce bagage en fait, qui permet de mieux profiter des enseignements. Ok, très clair. Et le premier poste alors, le premier vrai poste que vous prenez ensuite? Le premier vrai poste, c'est de retour à Paris, à la Bred. En fait, j'ai eu 2 carrières à la Bred, donc un premier début de carrière à la Bred, sur des métiers de contrôle de gestion et de direction financière, voilà, auprès du directeur financier de l'époque. Ok, de la Bred, donc direction financière, vous étiez... Voilà, donc Bred, une banque commerciale généraliste, on va dire, hein, qui fait aussi bien de la banque pour des particuliers, des entreprises. Voilà, et là, j'apprends un métier qui consiste à, on va dire, construire les tableaux de bord dont les dirigeants de la banque ont besoin pour piloter l'activité, en gros. Ok, sujet que je maîtrise un tout petit peu, puisque ma femme fait exactement ça. Elle est au contrôle de gestion d'une banque régionale. Alors, la Bred, pourquoi? Il y avait déjà un lien avant par rapport à la BFCE? Il y avait Non, aucun lien. C'est le hasard des rencontres, des entretiens d'embauche, et voilà. Et alors, peut-être, si quand même, enfin, une chose qui était que j'avais apprise de moi-même au cours de mes stages, c'est parce que j'avais eu l'occasion de faire des stages dans des entreprises de très grande taille, dans des très grands réseaux bancaires. Et j'avais gardé une meilleure expérience de mon année à la BFCE, qui était une structure plus petite, à taille humaine, où j'avais beaucoup plus le sentiment de maîtriser mon destin, plutôt qu'une grande machine où finalement sa carrière va être un peu dictée par un département ressources humaines. Donc j'avais un peu peur de ça. Et donc le choix de la Bred, c'était ça aussi, c'était d'avoir une banque à taille humaine, où dès le début de carrière, on peut être en contact avec les dirigeants et voilà, avoir plus de maîtrise de son parcours, disons. Et moins impacté par la politique. Sans doute. Ouais, Sans doute. Bien sûr. Et là, justement, la Bred, qui est
un peu une banque dans la banque. Philosophiquement, est-ce que ça matchait avec, c'était aligné un peu avec votre façon d'être? C'est quand même très indépendant. Ouais, à l'époque, ça me préoccupait pas beaucoup. C'était la Bred sortait d'une période très compliquée à l'époque. Elle s'était mise en difficulté au moment de la crise immobilière du début des années 90. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette époque. Ça avait cartonné dur sur les financements aux promoteurs immobiliers à l'époque et aux marchands de biens. Et donc la Bred sortait d'une période très compliquée. Donc il y avait aussi un challenge avec l'équipe dirigeante de l'époque pour la remettre sur des rails. Et voilà, ça me plaisait aussi d'avoir une mission dans laquelle il y a un élément challengeant. Ok. Pilotage, enfin contrôle de gestion du coup à la direction financière. En plus, du coup, j'imagine que vous passez DAF ensuite. Non, je dirige le contrôle de gestion après un petit peu de temps. Voilà, et alors peut-être pour faire la transition avec l'étape d'après, une de mes fonctions, en plus de faire des tableaux de bord, c'était aussi d'assister le directeur financier sur des opérations d'investissement importantes, des reprises d'entreprises, des choses comme ça. Il y a eu à l'époque la reprise du Crédit Martiniquais, qui est une banque aux Antilles. Et donc j'ai découvert progressivement un autre métier qui était le métier de fusion-acquisition, le métier de pilotage d'opérations de croissance, qui m'a beaucoup plu, très complexe, qui m'a énormément plu. Alors je pense que c'est justement cette complexité qui m'a attiré, et en même temps avec une frustration qui était qu'à la Bred, la taille relativement modeste de la Bred de l'époque ne me permettait pas d'en faire une spécialisation à plein temps, disons. Donc ça allait être une opération de temps en temps, mais je ne pouvais pas en faire mon vrai métier. Et puis entre-temps, le virus de l'international m'a aussi repris. J'avais envie de voir le monde. Et donc je suis parti à Londres après quelques années pour rejoindre les filiales financières du groupe General Motors. Donc General Motors, tout le monde connaît ça pour l'automobile. Bien sûr. Ce qu'on sait moins, parce que ça n'était pas le cas en France, c'est que c'est un groupe qui s'était beaucoup diversifié, notamment sur les sujets de financement de l'immobilier, de crédit immobilier. C'était devenu le numéro 2 du crédit immobilier aux États-Unis. Je l'apprends. Et je les ai rejoints juste au moment où ils commençaient à se poser la question de l'Europe. Et ils étaient en train de constituer une petite équipe pour piloter la naissance et ensuite la croissance de cette activité pour eux en Europe. Donc j'ai été je crois que je devais être la troisième personne qui a été recrutée. Et à partir de là, pendant 8 ans, on a construit leur business. Et ça s'appelait comment du coup ? Ça s'appelait GMAC, General Motors Acceptance Corporation. C'est compliqué, mais c'est GMAC, GMAC. Et donc pendant 8 ans, on leur a construit des business au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne. Il n'y a que la France à laquelle on n'est pas touché finalement. On a regardé, mais finalement on n'a jamais rien fait. Et ils sont restés depuis ? Alors ça c'est la fin de l'histoire. Mais là on va vite parce qu'on saute 8 ans d'un coup. Mais c'est une histoire qui se termine de façon brutale. Alors c'est paradoxal parce qu'en même temps j'ai une immense fierté pour ce que j'ai construit pendant ces 8 années. On leur a quand même collectivement, je n'étais pas tout seul, mais on leur a quand même construit un business qui était devenu le deuxième émetteur de ce qu'on appelle de RMBS, c'est-à-dire de titrisation de crédit immobilier en Europe. L'équivalent de 15 milliards d'euros par an en 2006, au pic. Alors juste, attendez, le nom c'était la GMAC ? GMAC, ouais. Et donc du coup en Europe, elle était connue sous le nom de GMAC je n'ai jamais entendu parler. Mais parce qu'en France, il n'y a jamais eu d'activité. Oui, non, bien sûr. Et voilà. Et à partir de l'été 2007, avec les prémices de ce qui est devenu la grande crise financière, fermeture des marchés de titrisation. Et donc pour notre activité, c'est comme une usine à laquelle on coupe l'électricité en fait. Et donc voilà,
on est resté pour voir si ça repartait, et puis assez vite, on a compris que on était rentré dans une crise qui nous dépassait tous, quoi. Et donc, malheureusement, ça s'est mal terminé. L'entreprise a été démantelée, ce qui pouvait être vendu a été vendu dans de mauvaises conditions, disons, et puis ce qui ne pouvait pas être vendu a été éteint. Et j'ai fait la dernière année là-bas, finalement, à défaire ce que j'avais moi-même construit. Voilà. Et qui a récupéré un peu tout ça? Alors, il y a des morceaux qui ont été vendus à différentes banques en Europe, et le reste, ça a été repris par un fonds américain qui s'appelle Cerberus, qui a essayé de restructurer ça et qui a géré, on va dire, qui a fait une gestion extinctive des actifs. Et ça, c'est l'activité GEMAC Europe. US, ils GEMAC leur Europe business. sur le crédit immobilier, parce qu'à côté de ça, il y avait aussi des activités de crédit auto qui, elles, s'en sont correctement sorties. Bien sûr, ce qui paraissait le plus naturel en fait, comme sûr, activité. Ok. Très bien, donc 8 ans à Londres. C'est ça. Vie de famille à Londres ou Famille aussi à Londres, mes enfants sont nés à Londres, elles ont la double nationalité, d'ailleurs elles vivent encore à Londres. Mes filles vivent à Londres. Ok. New York, Londres, est-ce qu'il y a eu un autre pays entre-temps? Alors ensuite, il y a eu la Nouvelle-Calédonie. Ah, extraordinaire. Alors je le vois, je l'ai vu quelque part. Je crois que c'est. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après en fait. Hein. Ok. C'est l'étape d'après. Alors bon, là encore, c'est la sérendipité, c'est le hasard des rencontres. Je me retrouve. On est au moment de la faillite de Lehman Brothers, hein, donc au pire moment, en septembre 2008. Je suis sur le carreau. J'ai plus de job. On va appeler un chat un chat. Et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Ma spécialité était quand même devenue le pilotage d'opérations de croissance. Et donc je fais savoir autour de moi que je suis disponible en format freelance pour assister des sociétés, donc plutôt dans les services financiers évidemment, vu mon parcours. Donc ça y est, entrepreneur là? Oui, entrepreneur. Ok. Et j'avais gardé de bons contacts à la Bred. Et on me présente le directeur général de la Bred qui avait changé entre-temps. Okay. Et qui me dit Olivier, ça tombe bien, on a un projet de rapprochement entre les banques populaires et les caisses d'épargne. Okay. Ça va être 1 an de travail. On n'a personne chez nous pour suivre cette opération. Est-ce que tu peux faire ça pour nous? Donc pendant quasiment 1 an, j'ai fait ça. Alors pas tout à fait à plein temps, mais quasiment. Ok. Je vois pas du tout la Nouvelle-Calédonie là-dedans. Non, on y arrive. Donc ça c'est la période, on va dire, c'est la période septembre 2008 à été 2009, qui est la période en fait de construction. Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont peut-être été dans l'un de ces deux groupes, Banque Populaire ou Caisse d'Épargne, c'était la période de gestation de ce qui est devenu BPCE ensuite. Okay. Donc c'était quand même passionnant vivre de l'intérieur et d'être dans toutes ces réunions. Et à la fin de cette mission, je pense qu'on peut faire un podcast sur cette zone de gestation. Je pourrais pas tout dire pour le coup. parce que, non, mais je pense qu'il y a dû y avoir quand même pas mal de résistance au changement. Il y a eu peut-être certainement beaucoup de doublons qu'il a fallu arbitrer. Ça a dû être une période ultra passionnante. On reprend rendez-vous pour parler de ça une autre fois, si vous le voulez bien, Olivier. Et donc, la façon dont on arrive en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'à la fin de cette mission, le directeur général de la Bred de l'époque vient me voir et il me dit écoute Olivier, j'ai adoré bosser avec toi, je voudrais te proposer un truc, on vient de racheter une banque en Nouvelle-Calédonie, on veut envoyer une première équipe dirigeante là-bas, est-ce que tu as envie d'y aller pour être numéro 2 de la banque et suivre ça pour nous? Bon. Alors j'ai un peu hésité quand même parce que c'est pas une décision facile, c'est quand même à l'autre bout du monde, sur le plan familial c'est tout le monde a rapatrié. Voilà. Tout le monde a rapatrié, et puis se dire aussi qu'on ne pourra pas rentrer en France tous les matins, quoi, hein. C'est quand même c'est 24 heures d'avion, hein. et 15 jours pour se remettre du décalage horaire. Donc voilà, donc une petite hésitation, et puis finalement je me suis dit bon allez, c'est l'occasion d'apprendre un nouveau métier, parce que finalement le métier de banque de détail je le connaissais. J'y avais un peu goûté en tant que contrôleur de gestion, mais je ne le connaissais pas tant que ça. Et puis c'était, ça répondait aussi à mon goût de la découverte culturelle, de l'expatriation, parce que bon, ça a beau être la France sur le papier, il faut bien se dire que c'est quand même, voilà, c'est une culture à part. Et donc voilà, donc
presque 3 ans en Nouvelle-Calédonie. L'expérience, du coup, pro, sur un numéro 2 de la banque. Extraordinaire. Une banque comme malheureusement il n'en existe quasiment plus, c'est-à-dire une banque autonome sur quasiment tous les sujets à l'échelle de 400 personnes pour faire tourner la banque. Donc en fait c'est extraordinaire parce que vous apprenez tout en un temps record, vous comprenez tous les rouages de la banque en un temps record. Oui, parce qu'on fait tout, du coup. Vous faites tout et vous comprenez de façon très directe les leviers que vous pouvez utiliser pour sortir un nouveau produit, pour sortir une offre commerciale, etc. Ça a été un moment d'épanouissement extraordinaire. Ok. Et c'est la BCI, du coup. Ça s'appelle la BCI, la Banque calédonienne d'investissement, mais qui est en fait une banque de détail. Ok. Comme, Et cette banque, elle existe encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ok. Ok. Mais du coup, groupe BPCE. C'est ça. Banque populaire, c'est du coup. détenu majoritairement par la BRED, en fait. Ok. Ah oui, ok. Très bien. Je vous propose une petite pause pour qu'on se rafraîchisse le gosier. Reprenons, nous étions à la BCI en Nouvelle-Calédonie et je vois Kiriba. Qu'est-ce que c'est Kiriba ? Ah non, alors, pardon. Kiriba, attention, Kiriba, c'est pas un poste à plein temps. Kiriba, c'est un rôle d'administrateur en plus de ce que je faisais à côté. C'est-à-dire que c'était pour le compte de la BRED qui était actionnaire de Kiriba. Ok. Et voilà, je représentais la BRED au conseil d'administration de Kiriba, qui, soit dit en passant, était la première licorne fintech française. Qu'est-ce qu'ils font, Kiriba ? Kiriba, ils ont construit le système de pilotage de trésorerie numéro 1 au monde aujourd'hui pour les sociétés multinationales, on va dire. Donc typiquement trésorier de groupe international qui a besoin d'avoir sur une seule plateforme la vue de tous ses comptes bancaires partout dans le monde, d'être capable de mouvementer les comptes de toutes ses filiales. Kiriba offre une solution, ce qu'on appelle SaaS, Software as a Service, pour faire tout ça. Donc l'objet rêvé de tout contrôleur de gestion. Un peu, oui. Et qui marche du coup, mais qui est plutôt adapté à des grosses boîtes. Oui, c'est pour l'international que ça représente vraiment un intérêt. Si vous avez tous vos comptes en France, il y a d'autres concurrents qui font ça aussi bien. Ok. Après la Nouvelle-Calédonie, on vous remercie Olivier, on dit c'était une mission extraordinaire. Retour au Bercail à Paris, auprès du siège de la BRED, en tant que CFO. C'est ça, directeur financier. Ok. Ah oui, d'accord. Donc CFO, c'est DAF, effectivement. Je n'avais pas. Ok. Cette mission, il y avait quelque chose de particulier par rapport aux précédentes ? Est-ce qu'il y avait des enjeux Disons que par rapport à ce qu'on peut se représenter du poste de directeur financier de banque régionale, la BRED étant la BRED, et comme vous le disiez tout à l'heure, qui est une banque quand même à part, c'est un poste qui avait des dimensions supplémentaires qui rendait le poste vraiment, vraiment intéressant. Puisque la BRED, c'est une banque qui a aussi des activités de marché importantes. Okay. Donc j'ai passé pas mal de temps aussi à regarder ce qui se passait de ce côté-là. C'est une banque qui a des activités d'investissement pour compte propre, avec un gros portefeuille d'investissement pour compte propre qu'on pilotait dans mes équipes. Donc voilà, non, c'était une belle aventure aussi, et puis ça correspondait à l'arrivée d'un nouveau directeur général qui était Olivier Klein, qui vient de prendre sa retraite. Olivier Klein homonyme, mais qui n'a rien à voir avec le ministre du Logement. Et donc voilà, c'est intéressant aussi d'arriver dans un poste comme celui-là au même moment qu'un nouveau directeur général qui souhaite impulser une nouvelle stratégie. Et voilà, donc ça a été une belle époque, et je garde une fierté de ce qu'on a construit tous ensemble, collectivement, avec le COMEX de la BRED et évidemment sous le leadership d'Olivier Klein pendant toutes ces années. Ok. Et vous êtes arrivé en même temps ou c'est lui qui vous a choisi ? Je suis rentré de Nouvelle-Calédonie quelques mois avant le changement de directeur général, et voilà. Et quand il est arrivé, il a voulu
rebattre un peu les cartes, et il m'a proposé le poste de directeur financier. Parfait. Donc on commence sur une page blanche avec un leader sur lequel vous êtes aligné. Et c'est les meilleures prédispositions en tout cas pour bosser sereinement sans justement j'imagine cette espèce de côté un peu politique qu'on peut voir dans les grosses boîtes qui moi me répulse un peu. Alors député CIO, qu'est-ce que ça veut dire député CIO? C'est votre directeur général adjoint. Là, c'est simplement parce que vous avez mis mon profil. Ouais, alors je l'ai dans les deux langues, mon profil LinkedIn. Alors, je sais pas pourquoi il s'est mis comme ça. C'est directeur général adjoint. Ok. Ça veut simplement dire que, alors en réalité, je continuais d'être directeur financier. On ne m'avait pas remplacé, mais j'avais en plus de ça le périmètre du secrétariat général, donc les fonctions juridiques, les fonctions logistiques, notamment la gestion du parc du réseau d'agences, les fonctions de sécurité informatique, et j'en oublie certainement encore quelques-unes. Ok. On n'avait pas encore RGPD à ce moment-là, non? C'est le début. Ouais. C'est le début. Donc est-ce que vous étiez DPO aussi? Non, quand même pas. Non, DPO, on l'avait mis du côté de la direction des risques. Okay. Mais bon, j'ai dû quand même m'intéresser à ces sujets, évidemment. Je comprends. Et pareil, des enjeux un peu sur cette fonction de directeur général. Alors, c'est quoi la différence entre... Parce que alors vraiment, moi, à ces niveaux-là de poste, je comprends plus trop mais c'est quoi la différence entre un directeur général et un président, par exemple? Quelles sont les différences de fonction entre les deux? Alors, attention, là, j'étais directeur général adjoint. Ok. Pas directeur général. Le directeur général, c'était Olivier Klein. Okay. Ensuite, distinction entre directeur général et président, c'est une question qu'il faut regarder société par société en réalité. Vous avez des sociétés, c'était le cas de la Bred, où le président est un président non exécutif, donc il ne s'implique pas dans la gestion quotidienne. Okay. Il s'implique évidemment dans la définition de la stratégie. La vision. Voilà. Mais il ne s'implique pas dans la gestion au quotidien. Et puis, vous avez des rôles de président exécutif. Moi, c'est la suite, mais quand je suis chez CAFPI, je suis président, mais c'est un rôle de président exécutif. Où là, en réalité, c'est l'équivalent d'un directeur général dans une autre société. Ok. On parle déjà de la CAFPI, mais il y a quand même un poste auquel j'aimerais qu'on parle, c'est celui de professeur chez HEC. Ça aussi, c'est du parallèle, hein, c'est pas du plein temps. D'accord. Oui, parce que du coup, les timelines, en fait, on les voit les unes derrière les autres. Voilà. Ok. Non, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé à un moment donné d'animer un cours sur des sujets de marché financier à HEC. Quelle reconnaissance, quand même. Et non, enfin, c'est alors évidemment, ça fait plaisir, mais enfin, j'ai toujours eu le goût de la transmission. Je n'avais pas eu l'occasion de l'exercer, on va dire, avec une casquette d'enseignant, mais j'avais toujours pris beaucoup de soin à transmettre à mes équipes, et j'avais un goût pour ça. Je ne me forçais pas, ça me venait naturellement. Voilà, donc ça a été un plaisir de faire ça pendant quelques années. Alors je l'ai mis entre parenthèses pendant 2 ans, et là je suis en train de reprendre une activité toujours à HEC à la rentrée. Ok, sur les mêmes thèmes ou sur Alors, cette année, ce sera sur les sujets de shadow banking, donc le système financier non régulé, on va dire. Donc les fonds d'investissement, les fonds de dette. Ok. Sujet qui évidemment, j'imagine, vous intéresse. Oui. Et alors, sur quelle expérience, du coup, ça a été le plus prédominant pour vous, le shadow banking? Alors, c'est-à-dire, comment je connais ce sujet-là, c'est ça la question? Oui. Alors, c'est un métier auquel j'ai touché en fait 2 fois. D'abord pendant mes 8 années chez GMAC. Parce qu'en réalité, ce que je faisais à l'époque, c'était du shadow banking. On faisait du crédit sans avoir d'agrément bancaire. Les techniques de titrisation, c'est la technique reine, j'ai envie de dire, qui a fait émerger le shadow banking aux États-Unis dans les années 80. Et puis ensuite, j'ai de nouveau touché à ces sujets-là sur la gestion du portefeuille d'investissement pendant mes années à la Bred. Où dans ce portefeuille, il y avait un certain nombre de participations dans des fonds de private equity, dans des fonds de dette, dans des hedge funds. Enfin voilà, donc
je connais assez bien ce secteur-là et c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est à la fois, c'est à la fois un moteur d'innovation, ce secteur-là. Ça existe parce que on peut y faire des choses avec beaucoup plus de souplesse et d'agilité qu'on ne peut le faire dans un cadre bancaire. C'est quand même le fondement. Mais en même temps, ça peut avoir, quand ça dérive, ça peut avoir des répercussions très lourdes pour le système économique dans son ensemble. Donc il y a des enjeux de régulation qui sont très importants. Ok. Donc voilà, c'est un sujet sympa. Très bien. Et alors, je voudrais juste revenir sur l'activité au sein de la Bred. Est-ce que il y avait déjà une appétence à ce moment-là sur le crédit IMO? Est-ce qu'il y avait déjà pour vous une visée déjà sur le crédit IMO? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui vous intéresse avant de rejoindre évidemment la CAFPI qui a été votre métier ensuite? Alors, je rappelle quand même du crédit IMO, j'en avais fait pendant 8 ans, je n'avais fait que ça. Pendant mes années à Londres. J'en ai pas fait sur le marché français, mais j'avais fait que ça ailleurs en Europe. À la Bred, l'activité était beaucoup plus diversifiée, comme n'importe quelle banque. Évidemment, on faisait du crédit IMO, mais on faisait aussi beaucoup d'autres choses. Non, il n'y avait pas, pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de programmation de mon parcours à dire dans X années, je m'en vais pour aller diriger un réseau de courtage. Non, d'ailleurs, si on m'avait dit que c'est comme ça que ça se passerait, j'aurais sans doute été étonné. Donc, voilà. Ok. Et avant de parler de la CAFPI, est-ce que déjà dans votre parcours et dans votre ressenti, vous mesuriez déjà l'impact que pouvaient avoir les courtiers? Alors, je ne sais pas en Europe comment ça se passe ou à New York comment ça se passe. S'il y a différents modèles en fait, d'intermédiaires de crédit que vous aviez déjà identifiés et qui vous ont permis de vous dire allez. Ouais. Oui, bien sûr. Pendant toutes mes années à Londres, pendant 8 ans, toute la production de crédit qu'on a réussi à développer se faisait via des courtiers ou autres formes d'intermédiation. Ça s'appelle comment là-bas? Mortgage brokers. Et le poids des courtiers, que ce soit au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, est beaucoup, beaucoup plus élevé encore qu'en France. On est à 60, parfois 70% du marché qui est tenu par ces intermédiaires. Et donc je connaissais bien ça. Je savais que la France était plutôt en retard en termes d'arrivée à maturité du marché du courtage, mais en même temps, pendant toutes mes années à la Bred, j'avais vu aussi que ça bougeait et que c'était quand même un marché qui était en plein essor et que la France commençait à rattraper son retard. Donc j'avais conscience qu'il se passait des choses. Et puis voilà. Et puis j'avais aussi observé avec un certain intérêt la transformation extraordinaire de Meilleur Taux. Oui. Meilleur Taux qui avait été cédé par les caisses d'épargne je crois que ça devait être en 2011, qui valait très peu à l'époque. La société était en difficulté. Et qui en l'espace de 10 ans a été complètement transformé et a pris une place dans le paysage qui est quand même qui est vraiment importante. Et donc j'avais conscience aussi que le courtage en France arrivait à un stade où on allait commencer à passer, on va dire, du capitalisme familial. Et c'est très bien, je ne dis pas ça de façon péjorative. J'ai une admiration sans borne pour ce qu'ont construit Elie et Maurice Assouline avec CAFPI en 50 ans. Mais voilà, j'avais l'intuition que c'était un secteur qui avait aussi besoin de nouvelles injections de capitaux pour être capable de se moderniser, pour être capable de suivre les mouvements en termes d'investissement dans la tech, etc. Et que du coup, nécessairement, il y aurait des mouvements d'actionnariat et des mouvements capitalistiques. Voilà, ça paraissait évident. Tout le monde, tous ceux qui connaissaient le secteur
le voyait venir. Voilà. Et alors, du coup, c'est arrivé à la CAFPI. Ça a été quoi le shift entre Bread et CAFPI? Est-ce que vous pouvez en parler? C'est comme souvent des opportunités qui se présentent. Voilà, un coup de fil, un patron de fonds que je connaissais bien parce que on a eu l'occasion d'investir chez eux, qui me dit voilà, on vient de sécuriser la reprise de CAFPI, on cherche un dirigeant, est-ce que ça t'intéresse d'en discuter? Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'en arrive à me dire, mais oui, c'est peut-être le bon moment pour moi pour tenter quelque chose d'un peu plus entrepreneurial, pour sortir aussi du cadre ultra réglementé qu'est le cadre bancaire. Alors, le courtage, c'est réglementé aussi, hein, mais c'est pas la même intensité de réglementation, on en reparlera peut-être. Et revenir à quelque chose où je serais plus proche du business. Ok. Quand on est, même à la Bred, qui est une banque, c'est 5 ou 6 000 personnes, la Bred, quand on est directeur général adjoint à la Bred, voilà, il y a malgré tout une certaine distance avec le business. On ne rencontre pas des clients tous les jours. Ok. Et c'est rigolo parce que vous arrivez vraiment sur la réforme du courtage, en fait. Oui. C'est clairement un enjeu, en fait. Ça correspond, oui. Et vous l'avez vécu comment, du coup, cette réforme? Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que... Alors, moi, je le voyais comme une bonne chose. Je suis encore absolument convaincu qu'on n'est qu'au début de ce mouvement-là et qu'on va avoir une phase d'intensification de la réglementation sur le courtage comme on l'a connu en banque depuis 20 ans. Alors j'espère que ça n'ira pas aussi loin parce que à mon jugement c'est que côté bancaire on est allé trop loin et que on est vraiment arrivé à une intensité de réglementation qui nuit au business. Donc j'espère qu'on n'ira pas aussi loin. En revanche, que le courtage se professionnalise et soit plus réglementé, plus contrôlé, ça me paraît une bonne chose. Ok. Et certainement une opportunité hein, pour, j'imagine, ceux qui sortiront du lot justement en étant plus que carrés par rapport à certaines pratiques qu'on a pu voir peut-être dans les années précédentes. Des enjeux un peu à la CAFPI aussi du coup pendant ces 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des Sur enjeux? la réforme du courtage Non, pas forcément, mais business. Les enjeux business. Vous savez, quand on reprend une boîte qui était encore dirigée par ses fondateurs après 50 ans, il y a forcément plein de choses à faire. Est-ce qu'on peut rappeler juste historiquement la CAFPI, qu'est-ce que c'est très rapidement C'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. 1971, la création, si je ne m'abuse. Okay. Et c'est Élie Assouline qui, ayant travaillé quelque temps dans une agence immobilière, a fait le constat qu'il perdait régulièrement son temps à faire visiter des biens à des candidats acquéreurs qui n'étaient pas réalistes sur leur capacité de financement. Ce qu'on appelle nous dans le métier des touristes. Des touristes. Voilà. Disons les mots. Et donc il se dit, il y a un métier à créer en se mettant entre les banques et les agents immobiliers. Il a créé le métier de courtier en France? Alors je crois qu'il y a moi j'étais pas né. Hein. on m'a rétorqué une fois quand j'ai dit ça que c'est pas vrai. D'autres l'avaient tenté avant lui. Bon, c'est certainement vrai, sans doute. Mais en tout cas, c'est lui qui a réussi à constituer le premier réseau. Ok. Ok. Et d'un point de vue business, vous reprenez du coup juste après les fondateurs. Donc gros enjeu aussi de proposer un différent management que celui presque familial qu'il y avait juste avant. Qu'est-ce qui a changé chez CAFPI sous l'ère Landrevi? Beaucoup de travail autour de la recomposition de l'équipe de direction qui s'est fait assez vite, mais bon, voilà, c'est toujours un moment important, il ne faut pas se rater. La relance d'investissement informatique pour essayer de se remettre dans le jeu, on va dire, du point de vue techno.
Donc quoi, un CRM, du device, qu'est-ce que c'était du coup ces enjeux informatiques? Alors, bon, oui, alors il y avait effectivement, ça correspondait aussi au gros chantier sur le branchement avec les API bancaires. Et puis ça a été beaucoup de travail autour du CRM, pas le CRM lui-même, mais autour du CRM, pour ajouter des fonctionnalités qui permettent de préparer le sujet de la diversification des revenus, qui était, à horizon de quelques années, un des sujets importants. Ok. Donc le courtier de demain, selon vous, le crédit ne représentera que 50% de son CAPP? C'est vraiment une question ouverte, hein. Alors, on peut prendre la question sous différents angles. Ma vision à moi, qui n'engage que moi, et on est bien clair, hein, de toute façon, je ne parle pas au nom de CAFPI aujourd'hui, voilà. C'est que le courtier, la personne physique courtier, doit rester focalisé sur son métier de base. Il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel les banques sont souvent tombées à vouloir faire du conseiller spécialiste de tout, à vouloir être spécialiste de tout, à la fin, il est spécialiste de rien. Donc je pense que les clients, quand on interroge les Français, 80% disent qu'ils iront voir un courtier le jour où ils ont besoin d'un crédit immobilier. Je pense que si les Français ont cette idée, c'est parce qu'ils perçoivent l'expertise du courtier. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le diluer. En revanche, ce qui est extraordinaire dans le métier de courtier, c'est qu'en faisant ce travail naturel, j'ai envie de dire, d'instruction du dossier de crédit immobilier, le travail d'accompagnement sur un crédit immobilier, le courtier est amené à collecter une richesse de données qui est absolument phénoménale. Bon. Et on sait absolument tout de nos clients. Donc, se dire que le courtier peut devenir, non pas un spécialiste de tout, mais je vais faire le parallèle avec la médecine. Le très bon généraliste, le médecin de famille à qui vous faites entièrement confiance. Bon. Si un jour vous avez un très gros pépin, vous savez bien que ce n'est pas lui qui va vous opérer, ce n'est pas lui qui va décider du traitement pour votre cancer, mais vous lui faites confiance, quel que soit le pépin que vous avez, pour vous orienter vers le bon spécialiste. Car il aura identifié la source du... Enfin, pas la source, mais en tout cas la voie à prospecter pour aller plus loin. C'est ça. Donc je pense qu'il y a des passerelles à construire comme ça pour que les courtiers puissent, quand ils identifient un autre besoin que simplement l'accompagnement sur le projet IMO, référer le client vers d'autres spécialistes. Et d'ailleurs, ça peut être déjà sur le sujet, sur des sujets connexes au crédit IMO. Hein. Ça peut être votre client, il peut chercher des artisans pour faire ses travaux. Il peut avoir besoin d'aide pour, on va dire, la gestion administrative de tout ce qui tourne autour de son déménagement. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on peut essayer de construire de la valeur qui va au-delà simplement du montage du plan de financement. Ok, donc peut-être on se rapprocherait plus d'un métier de type CGP, avec vu l'info qu'on aurait sur tous nos clients. Et alors CGP un plus, hein, puisqu'évidemment on n'aurait pas que l'information fiscale et l'analyse un peu de l'attitude de nos clients, mais on serait, selon vous, du coup, un espèce de super apporteur d'affaires vers d'autres fonctions. Je préfère dire super apporteur d'affaires que CGP. Oui, je pense que c'est vrai qu'il faut faire attention avec les mots. 95% des courtiers auraient du mal à être crédibles en tant que CGP, en plus bien sûr. de leur métier de courtage. On ne peut pas être spécialiste de tout. Non, mais bien sûr, mais le niveau d'information qu'on a, moi je le vois, surtout quand on fait des simulations et quand on demande ne serait-ce que les 3 derniers relevés, rien que sur ces 3 derniers relevés, on a une mine d'informations qui effectivement pourrait servir à d'autres business. Mais alors,
oui, effectivement, super apporteur d'affaires. Je pense que du coup, ça serait une bonne stratégie pour les courtiers. Après, bien sûr, évidemment, tout en restant dans le conseil. Alors voilà, après la difficulté, c'est de le faire aussi dans le respect des autres partenaires. Bien sûr. Puisque souvent le dossier il est déjà venu par un porteur d'affaires, donc il faut faire attention si on le réfère vers quelqu'un d'autre que ça ne mette pas en concurrence avec la porteur d'affaires d'origine. Qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Et puis, bon, gérer aussi vis-à-vis des partenaires bancaires pour que ce ne soit pas perçu comme étant excessivement agressif, quoi. Donc c'est pas facile à exécuter comme stratégie, mais je suis convaincu que c'est l'avenir. L'assurance, ça a été un sujet pendant ces 2 années. Oui, bien sûr. Bon, je pense, c'est pas un secret Non, pour tous les courtiers en crédit. Hein, l'assurance, c'est quand même un sujet clé. Bon, je peux parler un peu plus librement maintenant que je suis plus en poste. Bon, c'est un sujet qui reste quand même, de mon point de vue, très problématique en termes de respect de la réglementation. Hein. Je pense que tous les courtiers qui nous écoutent savent que le respect de la loi Lagarde, je dis bien Lagarde, hein, la loi de 2011, hein, je ne parle même pas de la loi Lemoine. Ouais. Bon, on a tous connu des dossiers sur lesquels la réponse du banquier, c'était ton dossier, je veux bien te le prendre, mais par contre la délégation, ce ne sera pas possible, on va me remettre l'assurance groupe. Alors oui, effectivement, c'est des choses qu'on peut croiser, mais effectivement, c'est un enjeu qu'on voit au quotidien, nous, en tout cas moi personnellement, je parle en tant que courtier, et une espèce de dissonance aussi qu'on a avec la banque sur cette espèce d'intérêt qu'on doit aller, en tout cas qu'on doit protéger du client sur ses intérêts financiers, son intérêt aussi de bien être couvert aussi vis-à-vis de son crédit, et la banque qui veut faire son chiffre. Et voilà, il y a cette espèce de petite triangulation où on essaie un peu d'être... on est entre en tout cas le courtier est un peu entre le marteau et l'enclume sur ces sujets-là. Et je pense que ça va s'auto-réguler. Et puis je pense que la loi Lemoine a fait beaucoup de bien. Parce que, bon, ok, tu veux... Doucement, doucement. Ouais. Lentement. Ça prendra du temps. Mais oui, ça commence à faire un peu bouger les lignes. Effectivement. Moi, en tout cas, je le constate. C'est une espèce d'épée de Damoclès qu'il peut y avoir sur justement cette assurance. De dire, allez-y. Mais moi, je préfère ce que je dis, c'est que je préfère faire une délégation en front avec vous plutôt que le client aille lui-même se faire sa loi Lemoine juste derrière au bout de 2 mois, et on aura tous perdu notre temps et perdu chacun un peu de chiffre d'affaires. Bon, voilà. C'était une question que je voulais vous poser sur l'enjeu au sein de la CAFPI. Et donc 2 ans, est-ce que vous auriez un bilan à faire de ces 2 ans à la CAFPI ? Ça a été une période difficile, hein, je le cache pas. Surtout qu'il y a eu une actu. Je savais que c'était un métier cyclique, hein, c'est pas un secret, voilà. Je savais qu'on était sans doute en haut de cycle quand j'ai rejoint. Je n'anticipais pas un retournement aussi violent et une période aussi difficile que celle qu'on a vécue, pendant laquelle on a dû gérer à la fois la plus forte hausse des taux de l'ère moderne et en même temps on est venu la Banque de France est venue nous faire des croche-pieds. On y vient. Non mais il faut quand même le dire, c'est quand même juste incroyable, quoi. Et donc souvent, quand je parle avec des journalistes de ce sujet, j'ai parfois du mal à leur faire comprendre ça. Oui, bien sûr, la hausse des taux, elle n'est pas spécifiquement française. C'est partout en Europe, le marché du crédit ralentit, évidemment. Mais il n'y a qu'en France que le régulateur a choisi ce moment-là pour venir faire des croche-pieds
aux banques et aux courtiers, parce que les banques en ont été victimes comme les courtiers. Quand Donc, vous je dites pense courtier, évidemment au taux d'usure. Alors bon, là, c'est en train de s'évacuer, mais pendant un an, ça aura quand même été extrêmement problématique pour le business. Et je pense de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure que le problème du taux d'usure s'évacue, le problème derrière qui réapparaît, c'est celui du HCSF. HCSF, il faut quand même se représenter que c'est une réglementation qui, de facto, dicte aux banques à qui elles peuvent prêter et à qui elles ne peuvent pas ou ne doivent pas prêter. Il n'y a qu'en France qu'une réglementation comme ça existe. Quid de l'existence? Partout ailleurs, le pilotage de ces sujets-là, il se fait d'un point de vue, c'est ce qu'on appelle macro-prudentiel. Donc, il y a d'autres outils pour demander aux banques de faire attention sur le sujet du crédit. Mais dire Monsieur A, vous pouvez lui prêter, mais Madame B, pas possible, il n'y a qu'en France. Alors, j'aimerais juste qu'on se remette sur le HCSF. Son existence, elle a été créée. Alors, ça a été créé alors c'est annoncé en 2015, les premières réunions en 2014, les premières réunions en 2015, mais de 2015 à 2019. Alors, d'abord, il faut dire qu'HCSF fait plein d'autres choses que simplement les normes que nous, on connaît dans le crédit immobilier. HCSF s'intéresse à d'autres sujets de surveillance de la santé du système financier. Donc, on ne peut pas non plus réduire ça à ça. Mais sur la question de ces fameuses normes sur le crédit immobilier, elles sont apparues en 2019, mais elles apparaissent comme de simples recommandations. Ok. Et c'est... Mais pourquoi on crée ça? C'était quoi le constat de base du gouvernement qui crée ça? On crée ça parce qu'on estime qu'il y a des signes de surchauffe en termes de volume de crédit. En gros, que les banques prêtent trop sur l'immobilier. Bon, moi, ça me fait un peu sourire, parce que derrière tout ça, s'il y a surchauffe sur le crédit, d'abord, c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe et aux États-Unis. Et c'est tout simplement parce que les banquiers centraux, la BCE en Europe, ont allumé la planche à billets depuis 2012 et produisent de l'argent gratuit, en veux-tu, en voilà. Donc forcément, quand vous mettez sous le nez des Français la possibilité d'emprunter à 1% pour avoir des crédits immobiliers, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main pour en avoir. Donc, bon, d'une certaine façon, ce sont ceux-là même qui ont mis en place la politique de la planche à billets qui, derrière, s'étonnent que ça surchauffe et disent « Oh là, attention, on ne peut pas prêter à n'importe qui. » Bon. C'est un peu ironique tout ça. Et donc, de 2019 à janvier 2022, ces normes-là sont juste des recommandations données aux banques. Et c'est en janvier 2022 qu'on décide d'en faire des normes au sens strict, donc soumises à sanctions financières pour les banques qui ne respectent pas. Et là, il y a un problème un contretemps extraordinaire, qui est que cette mesure pour venir essayer d'empêcher la surchauffe du marché, elle intervient en fait au moment où ça y est, le marché est en train de s'effondrer, puisque les taux remontent à vitesse grand V, plus les difficultés sur le taux d'usure, etc. Ouais, donc effectivement. Et puis je soulignerai quand même un paradoxe que moi je n'arrive toujours pas à m'expliquer, que personne à la Banque de France n'a jamais réussi à m'expliquer. Puisqu'à chaque fois que la Banque de France a dû justifier ses normes, elle a beaucoup insisté sur les risques de surendettement. Bon, le surendettement, il n'arrive jamais par le crédit immobilier. Le crédit immobilier n'est jamais la cause initiale de la situation de surendettement. Je crois, de mémoire, il y a à peine 6% des dossiers qui passent en commission de surendettement qui ont un crédit immobilier dans le passif, j'ai envie de dire, du ménage en question. C'est presque toujours un empilement de crédit à la consommation, de découvert, de crédit revolving, des choses comme ça. On y revient sur ces trucs-là Et ces formes de crédit-là ne sont pas soumises aux normes HCSF, c'est ça qui est invraisemblable. Ok. Enfin, pour moi, c'est un problème des années 90, 2000, début 2000, où on n'a pas appris les leçons du coup. Non, alors pardon, on va pas. Non.
Ce n'est pas ce que je dis. Le surendettement en France est au plus bas aujourd'hui. Ça fait 20 ans que ça baisse et c'est très bas. Mais c'est tant mieux. Quand ça arrive, c'est presque toujours des crédits à la consommation, des crédits revolving, et puis un accident de la vie, une maladie, une période de chômage, des choses comme ça, un divorce, souvent les divorces. Donc, présenter les normes HCSF qui ne s'appliquent qu'au crédit immobilier comme étant là pour éviter le surendettement, c'est du grand n'importe quoi. Vous parliez de croche-pied dans le début du propos de la Banque de France. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un croche-pied actif, dans le sens malveillant, ou c'est tout simplement peut-être une non-adaptation, un manque peut-être de constat sur ce qui se passait réellement sur le marché, parce que j'imagine pas le gouverneur de la Banque de France. Et Olivier, je vais être totalement franc avec vous, je vous parlais d'un demi-rêve tout à l'heure, parce que mon rêve absolu, ça serait du coup, j'ai 2 micros pour ce podcast, c'est de devoir en acheter un 3e et d'avoir le gouverneur de la Banque de France dans mon salon avec vous, et on discuterait de tout ça et on mettrait les choses à plat et on essaierait d'avancer sur ces sujets-là. Est-ce que c'était vraiment de la malveillance active? Non, j'en ai aucune idée, je suis pas dans le secret des dieux. À qui profite le crime en fait en vrai? Parce que je me dis, ils n'ont aucun intérêt à nous embêter sur ces sujets-là. Moi je me disais vraiment, leur service avait peut-être des œillères là-dessus. Je ne sais pas. Alors, sur le taux d'usure, je suis convaincu que le gouvernement était sur le point de faire une réforme. En juin, il y a un an. Ok, juin 2022. Ouais. Et d'ailleurs, si vous reprenez la presse de l'époque, il y a une interview de Bruno Le Maire début juin, je ne sais plus si c'était dans le Challenge, dans laquelle il essaye de rassurer en disant oui, effectivement, on a compris qu'il y avait un problème sur le taux d'usure et on va proposer des mesures à la fin du mois. Et qu'est-ce qui se passe entre cette interview et la fin du mois? Ce sont les élections législatives, puisqu'on vient de réélire Macron. Ok. Et les élections législatives, elles ne se passent pas du tout comme ils imaginaient. Ils perdent leur majorité. Ils perdent la majorité absolue. Ok. Et donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Et que du coup, ils se sont dit, on ne va pas aller au charbon sur le sujet du taux d'usure, qui sera forcément... sur lequel l'opposition, je pense Mélenchon en particulier, nous attendra au lance-flamme, sur le mode encore un cadeau aux banquiers, etc., etc. Et donc ils ont rangé ça dans les tiroirs. Mais la réforme était prête, j'en suis convaincu. Et puis ensuite, ils ont attendu 6 mois du coup avant de nous faire une réforme, mais qui ne nécessitait pas du coup de passer à l'Assemblée, qui était la mensualisation. Ça c'est pour le taux d'usure. Après pour HCSF, je pense que ce sont des questions d'hommes. Je crois que ces normes, c'est vraiment le bébé du gouverneur et il y a derrière, il y a je pense des questions d'ego, à ne pas vouloir se dédire finalement en rangeant dans les cartons des règles qui sont à peine en vigueur depuis 1 an et demi, quoi. Ok. C'était le sujet sur lequel je voulais vous entendre, Olivier. C'est passionnant. Et vous avez été ultra actif, Olivier, sur LinkedIn. J'ai fait ce que j'ai pu. Sur ce sujet. C'est comme ça que je vous ai découvert. Vous aviez été vraiment d'une finesse et surtout à chaque fois un peu drôle sur certains sujets. C'est ce qui faisait la force de plus les sujets sont graves, plus il faut essayer d'y mettre un peu d'humour, parce que sinon... Et qu'est-ce qui vous a pris en fait de vous mettre sur LinkedIn comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un shift? Est-ce qu'il y a eu peut-être que vous avez constaté qu'il se passait rien, que personne n'en parlait? Ça s'est fait très progressivement. Je crois que j'ai d'abord... Alors, venant de la banque, arrivant dans le courtage, une chose qui m'a frappé, à laquelle j'ai dû m'adapter, c'est qu'on n'a aucun espace de discussion avec les pouvoirs publics. Les banques, elles sont régulièrement dans les couloirs de Bercy, au travers de la fédération bancaire des banques, françaises des banques, et elles ont de multiples occasions de
sensibiliser les pouvoirs publics à ce qui est en train de se passer sur le marché, des choses qui les mettent en difficulté, etc. Du lobbying. Oui, mais je me méfie de ce terme, parce que je sais qu'en France, on met ça a une connotation péjorative. Ça peut être tout à fait... la communication pour moi. C'est normal aussi pour des secteurs professionnels d'alerter les pouvoirs publics sur les conséquences directes ou indirectes de leur action dont ils n'ont pas toujours conscience. Ensuite, voilà, les élus font leur travail et tranchent. Donc il y a une façon noble de faire du lobbying. Et donc, j'étais très frappé de ça. Nous, courtiers, nous n'avions aucun espace pour passer des informations au pouvoir public. Donc du coup, cet espace, j'ai essayé de me le créer moi-même. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, LinkedIn, c'est un réseau que tout le monde lit. Hein, les fonctionnaires du Trésor sont dessus aussi. Et donc, je vais essayer de parler de ces sujets-là en étant suffisamment technique pour qu'ils comprennent que je sais de quoi je parle et que je ne suis pas juste en train d'inventer de faux problèmes. Et puis en mettant quand même un peu d'humour, parce que sur les réseaux sociaux, c'est ça qui crée la viralité, quoi. Voilà, et puis ma grande surprise, j'ai été à la fois surpris de l'audience qui a pu se créer autour de ça, et malheureusement surpris de l'immobilisme malgré tout des pouvoirs publics. Ok. Et alors du coup, cette audience et ces likes et ces commentaires ont nourri encore plus, j'imagine, votre envie de vous exprimer ? Oui. Oui. Alors, il y a aussi une réalisation pendant cette période-là où j'ai été très actif sur d'autres sujets très différents, des sujets qui sont au-delà du courtage, des sujets parfois très techniques. Je me souviens par exemple d'un post que j'ai fait pour expliquer avec des détails assez pointus ce qui s'était passé dans la banque américaine Silicon Valley Bank. Comment elle avait coulé, quelles erreurs avaient été commises pour en arriver là. Et j'ai fait 400 000 vues. Et bien surtout, vous avez eu des questions. Avec des questions en commentaire de gens qui étaient vous pouvez nous expliquer commissaires aux comptes, de toutes sortes de professions, des avocats. Bon, voilà. Et du coup, ça a été aussi un peu un déclic. Ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un besoin de la part de beaucoup de professionnels du secteur financier, mais pas que. On va dire des professions de chiffres, des professions d'immobilier aussi. Pour des contenus qui leur permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans l'écosystème financier. Et sur des formats qui restent des formats, c'est pas non plus encyclopédique, quoi, hein. On peut lire le post en 2 minutes, et puis si on a envie d'en savoir plus, il y a un lien ou il y a quelque chose, quoi. J'ai refait ça là, il y a 3 jours avec un post pour expliquer, vous avez vu les 2 géants en Chine de la promotion immobilière là, qui sont en train de tourner de l'œil. Bon, je lisais pas mal de choses dans la presse qui étaient assez, des choses parfois très, très imprécises là-dessus. Bon, j'ai fait un petit post qui me prend 2 minutes à lire, et où là aussi j'ai eu pas mal de réactions pour me dire... Et combien de temps à produire pour vous ? C'est du boulot. C'est surtout... Parce qu'on a l'impression que c'est très simple pour vous, que vous êtes une tête bien faite et que du coup tout est... La rédaction est simple. La rédaction me vient facilement. J'ai toujours aimé écrire. Je suis assez littéraire en fait. Donc ça me vient facilement. Ce qui demande un travail de chien, c'est la documentation, c'est de creuser les sujets. Alors bon, quand j'étais dans le courtage, il y a des sujets que je connaissais de toute façon. Mais là, voilà, quand je dois écrire quelque chose samedi sur les 2 promoteurs en Chine qui viennent de faire faillite, bon, je pars un peu de zéro. Il faut quand même que je me renseigne, que j'aille voir les chiffres, que je lise des choses. Bon, ça prend du temps. Ok. Et comme Lehman Brothers, le fameux Too Big to Fail a été l'élément qui a précipité tout le monde dans le chaos, est-ce que ces 2 promoteurs chinois peuvent en être l'étincelle d'une éventuelle crise, la crise de 2024, je ne sais pas comment on l'appellera.
Pas dans le sens où ça s'est passé avec Lehman Brothers. Avec Lehman Brothers, on a vraiment eu des phénomènes de contagion directe. C'est-à-dire que toutes les grandes banques au monde étaient exposées à Lehman Brothers, avaient prêté de l'argent à Lehman Brothers, avaient des produits dérivés avec Lehman Brothers, etc. etc. Donc il y avait des fils entre Lehman Brothers et le reste du système financier qui étaient vraiment des fils très directs et qui se sont cassés net. Ok. Avec les deux promoteurs chinois, ça n'est pas le cas. Alors il y a des fils, mais avec les banques chinoises. Okay. Mais pas avec les banques européennes, je l'ai vérifié, peu avec les banques américaines. Donc ça ne prendra pas ce chemin-là. Par contre, ce qui peut tout à fait se passer, c'est que ça peut être le début de quelque chose assez grave en Chine. Alors, en Chine, il faut de toute façon savoir, hein, ce que j'écrivais dans mon papier, on est dans un moment, un tournant, en fait, sur le plan économique en Chine, puisque ça y est, depuis l'an dernier, la population chinoise commence à baisser. Okay. Elle va baisser de plus en plus vite. Les projections, c'est moins 8% de population d'ici 2050, ce qui fait quand même beaucoup. Et donc, toute la croissance chinoise qui, depuis 20 ans, était quand même beaucoup sur... c'était lié à la croissance de population, à l'émergence des classes moyennes, etc. Je pensais que c'était la demande extérieure qui faisait ça. Non, je pense que ça va être un moment très compliqué à gérer. On l'a vu dans d'autres pays. Le Japon, ça a été ça aussi. À partir du moment où le Japon entre dans les années 90 dans une phase de décroissance de population, sur le plan économique, ça devient extrêmement difficile. Okay. Donc je pense que ça ne veut pas dire que c'est la fin de la Chine, évidemment. Mais non, mais du coup, ça pourrait aussi faire une contagion, puisque ça va être plus chahuté qu'avant. La dette américaine étant chinoise. Alors ça peut effectivement, ça peut avoir des effets là-dessus, ça peut avoir des effets même politiques. Vous avez une bonne partie des dettes qui peut-être ne seront pas remboursées par ces deux géants de la promotion. Elles sont portées par le système de shadow banking chinois, okay. Qui derrière en fait recyclait l'épargne des Chinois, qui confiait ça à des fonds, on va dire, qui sont allés prêter notamment à ces deux entreprises. Donc ce sont aussi des épargnants chinois qui peuvent perdre ce qu'ils avaient mis de côté pour leur retraite à cause de ça. Donc ça peut aussi avoir des répercussions politiques. Bon voilà, quand sans je veux pas que ce soit pris comme étant une référence au Covid, mais quand la Chine tousse, le monde s'enrhume. Ouais, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est une belle image. Mais alors du coup, sur là, cette crise qu'on voit là actuellement sur l'immobilier, comment vous voyez, alors surtout pour qu'on revienne du coup au courtage. On revient chez nous. Ouais. On revient en Europe et surtout on revient dans le courtage en France. Comment vous le voyez là, le marché, selon vous, sur à court moyen terme? Et tutut, c'est Yacine du montage. Je profite tant que j'ai votre pleine attention aux 3/4 de cette interview avec Olivier. On est déjà à 1h12 de valeur incroyable. Pour vous présenter le sponsor de ce mois-ci, qui est ni plus ni moins que moi, monpotecourtier.fr. Si vous avez un besoin sur du financement, n'hésitez pas à me contacter via mon site monpotecourtier.fr ou par téléphone directement au 06 36 22 36 22. Ce podcast me prend énormément de temps à monter, à faire les interviews. Donc je suis à la recherche d'annonceurs, les amis. Si vous êtes une marque et que vous souhaitez prendre la parole auprès d'investisseurs ou de futurs investisseurs et d'agents immobiliers et de courtiers, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail yacine@monpotecourtier.fr. Je vous mettrai les infos dans les notes de podcast. Je vous embête pas plus longtemps, c'était le petit instant promo. Retour à l'interview. À horizon 12-18 mois, je pense que ça va rester très difficile. Je lis beaucoup que le problème actuellement, ce sont les vendeurs qui refusent de baisser leur prix. Bon, certainement, ça arrive. Moi, je pense que le facteur le plus lourd dans le ralentissement en ce moment, c'est surtout que vous avez toute une génération de propriétaires qui sont aujourd'hui assis sur des crédits dont le taux est entre 1 et 2%.
ces gens-là, s'ils bougent, s'ils déménagent pour saisir une opportunité professionnelle ou pour agrandir la famille ou je ne sais quoi, ils sont condamnés. Ils ne sont pas très sensibles au prix parce que finalement, même si les prix baissent, ils rachèteront moins cher aussi. Donc, par contre, ils sont ultra sensibles au taux. Puisque s'ils déménagent, ils vont devoir rembourser le crédit qu'ils avaient à 1% pour le remplacer par un crédit à 4. Et bientôt 4,5. Bon. Et donc ça... J'ai eu de plus en plus la question du transfert de crédit. Ce gap-là, il est tellement fort aujourd'hui qu'il gèle le marché. C'est-à-dire que tous ces gens-là, à moins qu'ils soient vraiment dans une situation type divorce où ils n'ont pas le choix, ils trouvent d'autres solutions. C'est-à-dire que la mobilité géographique, ils vont dire non. Si on leur propose une mutation, ils vont dire niet. S'il y a un petit qui arrive dans la famille, plutôt que de chercher 20 mètres carrés de plus, ils vont faire des travaux ou je sais pas quoi. Un lit superposé. Un lit superposé. Enfin, ils vont chercher d'autres solutions parce que c'est juste... voilà. Et ça ne se normalisera pas tant que l'écart de taux ne sera pas revenu à quelque chose de plus raisonnable. Donc, je pense qu'il faudrait que les taux repassent en dessous de 3% sur les nouveaux crédits pour que ces gens-là donc c'est presque psychologique en fait. Débloquent leur projet de vie. C'est un blocage psychologique sur un chiffre qu'on ne veut pas. Parce que moi je pars du principe que si le projet est là et que, je sais pas, cette mutation géographique leur ajoute 20-30K sur leur salaire brut annuel, est-ce qu'on serait pas. Dans certains cas, oui, dans certains cas, sans doute. Mais c'est quand même énorme. C'est à budget égal, on est quasiment maintenant à 30% de mensualité en plus, quoi. Oui, c'est. Okay, certains peuvent se le permettre, mais pas tout le monde. Donc ça, je pense que ça va être durablement un facteur de ralentissement, en tout cas tant que l'inflation ne sera pas normalisée. Voilà. Bon, ensuite, ce qu'on peut regretter aussi, c'est que l'ajustement des prix, pour l'instant, il tarde vraiment à venir. On le voit dans d'autres pays européens, ça y est, c'est en cours de façon assez nette. En France, ça tarde vraiment. On commence à le voir en région parisienne et en région lyonnaise. Je crois que PACA, ça continue d'augmenter. Oui, tout le pourtour méditerranéen, on voit encore des hausses, et parfois fortes, entre 5 et 10% de hausse dans la plupart des villes du bassin méditerranéen. Donc on est encore sur un marché un peu... Et je pense que derrière tout ça, on a un problème structurel qui n'a jamais été traité et que le gouvernement sous-estime, qui est une pénurie de logements, tout simplement. Il y a un document formidable qui est le rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui est sorti il y a quelques mois, enfin qui sort tous les ans, mais dont la dernière version est sortie il y a quelques mois, qui montre qu'on a des chiffres records de Français mal logés, de Français sur liste d'attente de logements HLM, etc. etc. Et donc on a laissé pendant de très longues années persister un déficit de construction de logements. En face de ça, on a quand même des tendances démographiques positives, des flux migratoires importants, une tendance de décohabitation. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la décohabitation. C'est le fait que les ménages deviennent de plus en plus petits. Parce que les gens divorcent, parce que les gens vivent seuls, plein de raisons. Mais donc, ça accentue la demande de logement. Il faudrait de plus en plus de logements, mais des logements plus petits qu'avant. Et ça, finalement, le fait qu'il y ait ce déficit structurel de logement empêche, ou en tout cas ralentit fortement l'ajustement des prix. Parce qu'à la fin des fins, les Français doivent bien se loger. Donc, ils feront un effort, même si les prix ne baissent pas, ils font un effort pour trouver les ressources. Et on le voit d'ailleurs sur le marché du crédit, j'imagine vous le voyez vous aussi, on voit beaucoup sur le marché de la primo-accession de jeunes ménages qui pour ne pas abandonner leur projet, se tournent vers les parents. Et en fait, ce sont les parents qui mettent un complément d'apport. Oui, ça depuis un an, voilà. Les donations manuelles. Donc, c'est très bien quand on peut le faire. Ouais. Mais en même temps, c'est un facteur d'inégalité. Tout le monde n'a pas des parents qui sont capables de faire un chèque de 50 ou 100 000 euros.
Et donc c'est ça aussi qui, je pense, retarde l'ajustement des prix. C'est le fait qu'on n'ait pas jugé utile de traiter cette question de la pénurie de logements. Donc Et je pense, et ça risque de ne pas s'arranger, puisqu'on nous enlève en plus Pinel et on nous rétrécit le prêt à taux zéro. on peut donc rassurer les propriétaires, investisseurs, ou propriétaires tout court, hein, qui sont juste propriétaires d'un bien ou deux, ou les investisseurs qui sont sur le sujet. La baisse des prix n'est pas une fatalité. Enfin, cette pénurie je suis désolé, hein, cette pénurie de logements est quelque part aussi derrière alors pas une bonne nouvelle, mais au moins les prix ne pourront pas baisser éternellement. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais personnellement, je ne souscris pas au scénario de l'effondrement des prix, je n'y crois pas. Okay. Voilà, maintenant, on peut avoir une correction des prix de 10-15%, c'est pas du tout impossible. En ce moment, ce qu'on voit surtout, hein, c'est la baisse des prix se concentre beaucoup sur les biens problématiques d'un point de vue énergétique. Donc ça, il faut quand même faire très attention à ce qu'on achète, hein, de ce point de vue-là. Ok. Et selon vous, le marché n'était pas fou il y a 2-3 ans. C'était pas. Moi, je pense au marché parisien. Alors moi, je suis originaire de Saint-Cloud, hein, une banlieue très sympathique, très bourgeoise, très mignonne, avec des prix que je trouve justifiés. Parce qu'il y a un service, une qualité de vie, un parc de Saint-Cloud, enfin bref, un environnement qui... Mais quand je vois des potes acheter à 10 000 du mètre dans le 20e arrondissement, dans le 19e arrondissement, je ne comprends pas ces prix. Enfin, pour moi, ce n'est pas justifié. Et là, ces biens-là qui sont en train de se faire corriger, là, je comprends. Là, je me dis 9 000 du mètre à la Chapelle, ouais, ça ne se justifie pas. Oui, alors... Quand tout se vendait à Paris. Peut-être juste ce que j'ajouterais à ce que vous dites, c'est... On a imprimé de l'argent gratuit pendant 10 ans. Bien sûr. Et des masses phénoménales. Bon. Donc il n'y a absolument rien de surprenant. Oui, les prix de l'immobilier ont monté, le prix de tous les actifs ont monté. Oui, mais est-ce que c'était pas déraisonné ? Enfin, est-ce que c'était pas... Alors vous savez, vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai le goût des chiffres. Oui. Donc quand on parle de ces sujets, moi mon premier réflexe c'est d'aller voir la vérité des chiffres. Donc je suis allé voir sur l'INSEE. Sur 10 ans, les prix de l'immobilier à l'échelle nationale, hein, après évidemment il y a des réalités locales qui sont différentes, mais à l'échelle nationale, les prix de l'immobilier ils font plus 29%. Ok. Bon, vous me direz c'est déjà beaucoup en 10 ans. Sur la même période, plus 28%. Sur la même période, les salaires progressent de 19%. On l'oublie ça. On a tendance à l'oublier. Donc cette impression de pouvoir moins acheter. Donc oui, il y a eu un décalage. Il y a eu un disconnect d'environ 10%, une déconnexion d'environ 10% entre le rythme de progression des prix de l'immobilier et celui des salaires. Mais c'est pas non plus... c'est pour ça que j'ai du mal à croire à l'idée de l'effondrement. C'est qu'il suffit d'une correction de 10% pour qu'on ait retrouvé des équilibres. Une cohérence prix-salaire qui serait la même qu'en 2013. Et en 2013, personne ne disait qu'il y avait une bulle de l'immobilier. Et le locatif, du coup, là-dedans, qui est en crise totale. Alors le locatif, alors ça c'est un vrai sujet, le locatif. Je pense qu'on se prépare une rentrée comme on n'a jamais connue. Je pense aux étudiants. Tension, voilà, mais c'est là que je voulais en venir. En termes de tension sur le marché locatif. Donc ça, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Bon, on a déjà parlé de la pénurie de logements, donc évidemment ça n'aide pas. Et vous rajoutez à ça le fait que l'offre de biens locatifs est en baisse assez nette à cause de la concurrence location courte durée, Airbnb, à cause aussi des sujets de rénovation énergétique, puisque je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas en tête que les obligations de rénovation énergétique ne s'imposent qu'aux propriétaires bailleurs, qu'aux propriétaires investisseurs. Elles ne s'imposent pas aux propriétaires occupants.
ce qui pose de vrais problèmes dans les copropriétés. Hein, parce que vous pouvez avoir un propriétaire, C'est le sujet. investisseur, qui est prêt à faire les travaux, mais souvent pour repasser de G en D, les travaux individuels ne suffisent pas. Il faut aussi changer la toiture, il faut faire une isolation par l'extérieur, je ne sais quoi. Donc ce sont des travaux de copropriété. Et là, la copropriété dans laquelle il y a une majorité D'occupants. d'occupants, parfois qui n'ont plus accès au crédit d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils sont au chômage ou je ne sais quoi, va voter non. Et donc, on voit des investisseurs qui sont plus ou moins contraints de se débarrasser de leurs biens. Donc, du coup, ces biens sortent du parc locatif, donc ça accentue l'érosion du parc locatif. Et derrière, du côté de la demande, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a la jeune génération qui, si on n'avait pas eu la remontée des taux, aurait pu acheter, serait devenue en ce moment primo-accédant, renonce à ça parce que ça passe plus compte tenu de la remontée des taux de HCSF à 35%, donc ils renoncent temporairement en tout cas à ce projet, hein, et du coup ils restent locataires du coup, donc ils encombrent, je le dis pas de façon péjorative, hein, ils sont eux-mêmes victimes, mais d'une certaine façon ils encombrent le parc locatif et ils ne laissent pas la place ceux qui sont encore plus jeunes, aux étudiants, qui eux ont besoin de ces studios, de ces appartements pour se loger. Et donc je pense que ce sera le grand sujet des semaines qui viennent. L'impossibilité pour les étudiants, alors qu'ils ont une place en fac, de trouver à se loger dans la ville en question. Mois de septembre plutôt compliqué, j'imagine, pour eux. On leur souhaite bien du courage et qu'ils trouvent une solution à ce sujet. Olivier, on en était à la CAFPI, vos enjeux à la CAFPI, on a parlé du marché, et on va parler du coup de Monespart maintenant, on y vient. Alors j'imagine que c'est aussi cette implication sur LinkedIn qui vous a fait identifier c'est le déclic, ouais. sur ce... est-ce que vous pouvez m'en parler du coup, quel était le constat déjà? Vous m'avez parlé aussi un peu de professionnels qui avaient besoin de chiffres et de données un peu précises et concrètes sur le sujet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Racontez-moi un peu. Alors peut-être, juste pour revenir en arrière, diriger un grand réseau de courtage dans la période qu'on a connue, hein, avec un marché, je peux pas, évidemment, je ne vais pas donner ici les chiffres de CAFPI, mais on sait que le marché, si on suit l'Observatoire Crédit Logement, hein, c'est en gros moins 50% en un an. Voilà, donc avoir la responsabilité de 1500 personnes, salariés et mandataires, dans une période comme celle-là, c'est pas facile. C'est une pression immense au quotidien. Et dans ces périodes-là, on se découvre soi-même. Et voilà, et je le dis humblement, il faut aussi accepter ses limites. Et moi, je suis arrivé au constat que je ne savais pas. Je ne savais pas faire ça, ou en tout cas que je n'étais plus la meilleure personne pour faire ça. Et que je n'y prenais plus de plaisir. Donc c'est ça le début de ma réflexion. On a fait ça en très bonne intelligence, on a organisé ma succession, et moi je me suis évidemment interrogé sur ce que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de retrouver une activité qui me donne ce plaisir au quotidien, et comme je le disais tout à l'heure, j'ai à la fois le goût des chiffres et le goût de l'écriture, et voilà. Et donc j'ai voulu capitaliser sur ce que j'avais commencé à construire et essayer de proposer à ce public qui avait commencé à s'intéresser à mes publications, proposer un format plus régulier, plus large en termes de thèmes abordés, pour essayer d'approfondir des sujets, donc généralement, on va dire dans la sphère économique et financière, sous des formats plus sympas que ce qu'on trouve habituellement, mais en même temps, sur le fond, très documenté, et avec aussi une liberté de parole et de ton et
voilà, vous connaissez un peu, vous savez que j'ai pas peur de donner mon opinion, et je pense que il y a une sincérité que les gens apprécient, même s'ils sont pas toujours d'accord avec moi, Dieu merci. Et donc voilà, donc j'ai eu envie de tenter cette aventure. Et je sais, pour avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, je sais que dans l'entrepreneuriat, il faut accepter d'apprendre en marchant. C'est-à-dire, je suis incapable de vous dire aujourd'hui à quoi ça ressemblera dans 5 ans, Money Smart. J'apprendrai en marchant. Le plus important, c'est de générer l'intérêt, de vérifier s'il y a effectivement ce public dont j'ai l'intuition qu'il existe, mais maintenant il faut le prouver. Et puis ensuite, au fil des mois, j'engrangerai l'expérience qui me permettra de voir ce que je peux construire à partir de ça. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. J'ai quelques exemples de modèles qui ont très bien marché à l'étranger, ou même si on veut prendre un autre exemple en France, alors dans un style très différent, mais qui est très inspirant aussi. Vous voyez ce qu'a fait par exemple Marc Fiorentino en l'espace de 10 ans. Il s'est construit un super business. Il a une newsletter qui est lue par 400 000 Français tous les matins. Bon, voilà. Donc je me dis qu'il y a des choses à faire. C'est un espace qui est pas encore très occupé en France. Il y a beaucoup de choses à l'étranger dans ces domaines-là, mais en France, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Donc on va tenter. C'est qui vos modèles à l'étranger qui sont vos inspirations pour Money Smart? Il y a quelque chose en Angleterre qui s'appelle MoneyWise, je crois. J'ai pas les noms comme ça, je les ai pas. Okay. Si vous voulez, je vous enverrai, on pourra mettre ça en lien. Exactement, dans la note du podcast. Et vous comptez gagner votre vie comment avec Money Smart? Alors ça fait partie, quand je dis que j'ai pas de business plan pour les 5 ans, ça fait partie de cette question. Alors j'ai un avantage extraordinaire, c'est d'avoir très peu de charges. Okay. Pour l'instant en tout cas. Okay. Bon, donc j'ai pas besoin d'être très gourmand. Non, je pense que assez naturellement. Pour l'instant, les charges, c'est quoi? C'est le nom de domaine, l'hébergeur, voilà, et l'huile de coude pour... Exactement. Non, je pense qu'assez naturellement, il y a déjà, mais après il faut que je construise le contenu, une formule d'abonnement Prime avec, on va dire, je réserverai, je ne sais pas si c'est 20% ou 30%, on va dire, de contenu à une clientèle d'abonnés qui aura bien voulu payer un abonnement. Bon, qui restera modique, hein. Je pars sur 6 € par mois, donc c'est pas non plus... voilà. Waouh, quel exclu. Ensuite, pour ceux qui restent sur la formule gratuite, il y aura à un moment donné, si j'arrive à générer suffisamment de trafic, il y aura des revenus publicitaires. Hein. Ok. Ah oui. Je ne m'en cache pas. Okay. On essaiera de faire ça bien pour que ce ne soit pas trop intrusif. Et on fera ça évidemment dans le respect de la RGPD. On ne va pas vendre des données clients. Mais ça me paraît naturel. Et puis peut-être aussi, dans mes hypothèses de travail, je me dis que j'ai l'intuition que progressivement, même si aujourd'hui mes lecteurs sont très B2B, ils sont eux-mêmes des professionnels du secteur, on va dire, mais je pense que progressivement, ça s'élargira à de la clientèle B2C, on va dire, personne privée avec un peu de patrimoine qui veut gagner en autonomie, on va dire. Et si c'est le cas, il y a sans doute matière à un moment donné à avoir un petit service de référencement ou d'aiguillage vers des experts. Voilà, quelqu'un qui lit un article, qui du coup cherche un conseil personnalisé près de chez lui sur, je sais pas quoi, un sujet de succession, un sujet de crédit, un sujet de patrimoine, et voilà, le référer vers un partenaire qui est près de chez lui et qui est capable de prendre ça en charge. Passionnant comme projet. Et vous vous donnez combien de temps là pour déjà constater le marché?
Je dirais une bonne année. Je pense que en dessous d'un an, ce serait dommage de pas se laisser la chance. Donc je vais baisser la tête pendant un an avant de me poser trop de questions sur les chiffres. Et les objectifs de publication, c'est quoi là? C'est un article par jour, par semaine? On est sur quel modèle pour l'instant? Pour l'instant, je suis encore seul contributeur. Ok. Donc aujourd'hui, je dois être à 3 ou 4 par semaine. Mais l'idée, c'est assez rapidement d'ouvrir à d'autres contributeurs. D'ailleurs, je lance un appel au peuple. S'il y a des gens qui ont à la fois la plume et la technicité sur certains sujets, je suis preneur de vos contributions ou de vos idées de personnes qui pourraient contribuer. Mais oui, l'idée à un moment donné, c'est que ce ne soit pas que mes articles et qu'il y ait aussi... voilà. La seule chose... je trouverais ça très bien qu'il y ait d'autres opinions que la mienne qui s'expriment sur les sujets que j'aborde, ou qui apportent des expertises que je n'ai pas moi, évidemment. En revanche, je serais intransigeant sur la qualité du contenu. C'est-à-dire que je veux qu'on garde un contenu qui est vraiment travaillé et sur lequel, quand on cite un chiffre, on donne sa source et on met les références, quoi. Un peu comme quand on fait des articles de recherche Scientifique. Ouais. Un nouveau métier, du coup, directeur de publication, alors? Ouais. Ok. Et vous avez déjà un premier retour, un premier ressenti là, de comment ça se passe pour vous actuellement? Bon, on est au mois d'août, hein, mais bon, j'approche de 2000 abonnés. Alors bon, je sais pas si la newsletter si c'est bien ou pas bien. Ouais. En combien de temps, 2000 abonnés? En 3 semaines. Ah, c'est très bien. Après, bon, je pense que c'est vraiment les hardcore followers sur LinkedIn qui, évidemment, mais c'est déjà, moi, je trouve que c'est déjà très très bien, 2000 followers. Donc le format, ça sera publication d'articles, newsletter, un peu de revue d'actualité, j'imagine. Oui. Ok. Oui. Et puis, à un moment donné, sans doute une réflexion aussi sur des formats type podcast ou vidéo à voir. Ok. En tout cas, Olivier, si vous souhaitez revenir de manière récurrente pour de la revue d'actualité sur 35%, vous êtes évidemment le bienvenu. Vous pourrez tester l'exercice et voir si cela vous plaît. Money Smart, est-ce qu'on a fait le tour? Écoutez, je crois. Alors, c'est quoi d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez vous faire votre petite promo, hein? C'est quoi l'URL? Moneysmart.fr. Le nom d'ailleurs, Money Smart, c'est venu de vous, Olivier? C'est venu... je sais pas comment c'est venu. On sait jamais trop, ces trucs-là. Non, je voulais une idée... je voulais véhiculer l'idée d'agilité et en même temps qui a un petit côté décalé. Donc ça, c'est la mascotte avec le petit singe, qui correspond à ce que vous décriviez tout à l'heure. C'est-à-dire que j'aborde des sujets sérieux, mais je le fais généralement avec une touche d'humour, de malice. Voilà, c'est ça exactement. Donc voilà, après, quelque part, c'est un nom, peu importe le nom, c'est le contenu qui est important. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on démarre comme ça, quand on se lance dans une nouvelle activité, les soutiens sont importants. Donc tous ceux qui nous écoutent et qui voudront venir s'abonner, même à la formule gratuite, c'est une façon de m'encourager. Je serais très sensible. Le message est passé, Olivier. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, Olivier? Est-ce que j'ai oublié de vous poser une question? Je crois pas. Non, ça a été assez complet. Ah bah, je vois qu'on est à 1h38 sans le montage. On avait dit qu'on ferait ça rapidement. On s'est laissé aller, et tant mieux. Est-ce que... Alors, bon, je reprends la formule et on va dire la conclusion de certains podcasteurs, mais je m'en fous, je ne serai pas originel là-dessus. Olivier, est-ce que vous avez des bouquins, des séries, des films que vous pourriez nous recommander, qui ont été un peu fondateurs dans votre réflexion
et qui vous ont aidé, vous, au quotidien, alors que ce soit pour un courtier, pour un agent IMO ou pour quelqu'un qui souhaite investir, pour comprendre le monde économique et immobilier qui nous entoure. Est-ce que vous avez des petites ressources qu'on pourrait acheter à la FNAC? Alors, je vais donner une référence, mais on est assez loin de l'immobilier, on est même loin de la finance. On est dans le domaine du cognitif et du fonctionnement du cerveau, qui est un domaine que je trouve passionnant, où je recommande à tout le monde de lire le chef-d'œuvre de Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel pour ce travail d'ailleurs, qui s'appelle Système 1, Système 2, et qui donne des clés incroyables sur le fonctionnement du cerveau, et en particulier sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire comment votre cerveau peut vous jouer des tours dans la façon dont vous prenez vos décisions, et comment on peut essayer de se protéger de ça. Un homme averti en vaut deux, donc quand on connaît ces défauts que peut avoir le cerveau dans sa façon de prendre des décisions, on arrive peut-être à être un peu plus sage et à prendre des décisions plus éclairées. C'est un super bouquin. Okay. Système 1, Système 2, Daniel Kahneman. Ok, j'irai voir ça. Je mettrai évidemment le lien Amazon dans les notes du podcast. Et alors, je me suis amusé un peu à regarder un peu ce que proposait Netflix et Amazon Prime là dernièrement. Il y avait une catégorie, je crois, comprendre la crise. Et il y avait The Big Short. Est-ce que vous avez un film vraiment que vous pourriez nous conseiller? Parce que alors, The Big Short, pour moi, c'est une référence là-dessus. Ouais, c'est difficile de faire mieux. Hein. Sur la compréhension de l'éventuelle crise qui pourrait nous arriver. Est-ce qu'il y a ou sinon des auteurs? Est-ce qu'il y a selon vous des gens qui... Voilà, des gens bien câblés qui voient les choses venir et que vous pourrez nous recommander de suivre? Ou que je pourrais inviter évidemment pour faire un podcast avec eux. Non, sinon on peut rester sur The Big Short, hein, qui reste et d'ailleurs The Big Short, c'est un des films dans lequel il y a encore des termes que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ont beau essayer d'expliquer. Ça pourrait être sympa, ça. Je pourrais faire, je sais pas si c'est autorisé parce qu'il faut avoir les droits, mais on pu faire une version commentée de The Big Short. Et ça serait on peut y travailler. Alors je sais pas si sur l'audio, d'ailleurs c'est une problématique pour moi parce que j'essaie de trouver là des sons libres de droit pour habiller un peu le podcast, mais ça y est, je pense avoir trouvé une solution. Mon ami Dany, qui est musicien, va me faire des petits jingles et du coup voilà, il n'y aura plus de problème de droit. C'est que là, on fait des trucs incroyables par intelligence artificielle, en termes de et musique. Oui, effectivement, mais bon, je me suis dit voilà, on veut faire bosser un copain. Exactement, comme ça je le créditerai. Ok, alors The Big Short et Système 1. Système 2, le bouquin référence du coup qui sera d'Olivier Landrevie. Est-ce qu'on a une autre revue ou lecture que vous pourrez nous conseiller, alors vraiment spécifique au monde économique ou à l'immobilier, qui vous revient, qui a été une espèce de bible ou quelque chose sur lequel vous vous référez quand vous avez une question, c'est votre source. C'est quoi la source d'Olivier Landrevie? Quand on regarde l'historique du navigateur d'Olivier Landrevie, sur quel site il va lui? Vous seriez surpris du temps que je passe sur des sites officiels en fait. Ok, le journal officiel. Parce que vous savez que je suis souvent très critique sur l'action publique, mais en revanche, il y a un truc formidable en France, c'est la richesse de données qui est mise à disposition sur le site de l'INSEE, sur le site de la Banque de France, sur le site d'Eurostat à l'échelle européenne, il y a ça aussi. C'est aride, c'est pas pour tout le monde, mais c'est incroyable ce qu'on trouve là-dessus. Ok. On compte du coup sur moneysmart.fr pour nous faire un récap, puisque ces sites sont souvent... Et pardon, si je vais vous donner, répondre à votre dernière question. Non, il y a un truc que je recommande vraiment à tous les professionnels du crédit ou même de l'immobilier, c'est de se brancher sur le webcast que fait tous les trimestres l'Observatoire Crédit Logement. Au moment où ils sortent leurs chiffres du trimestre, ils font un webcast qui dure la newsletter aussi, 1h30, 2 heures. De Crédit Logement, la newsletter évidemment. Mais le webcast est encore plus riche.
encore plus riche. C'est phénoménal. Et quand vous dites webcast, c'est une vidéo, un live qu'ils font C'est une conférence qu'on regarde en vidéo. Ok. Avec des slides qu'on peut retrouver derrière. Ok, le webcast de Crédit Logement. C'est Michel Mouillard, si je ne dis pas de bêtises, qui anime ça. Et c'est remarquable, absolument remarquable. Ok. Et je vous conseille d'ailleurs celui qu'ils ont fait début juillet pour commenter les chiffres du deuxième trimestre. C'est en 1h30, vous avez tout compris à ce qui se passe sur le marché de l'immobilier en ce moment en France. Olivier Landrevi, merci infiniment pour ces 1h45 de temps passé. J'espère que ça aura été aussi passionnant pour les auditeurs que ça l'a été pour moi. On le retrouve sur LinkedIn, Olivier Landrevi, sur moneysmart.fr avec les articles et la newsletter. Olivier, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, Yacine, c'est pour vous souhaiter bonne chance avec ce podcast. C'est une super initiative. Merci. Je pense que c'est bien, ça donne vie au secteur, qu'il y ait des gens qui s'expriment. Et puis que ça permet aussi à d'autres professionnels de prendre la parole, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et voilà. Donc merci pour l'opportunité et j'espère que c'est le début d'une longue série de podcasts qui feront référence dans le secteur. Merci infiniment Olivier Landrevi. Bonne continuation et merde pour Moneysmart. Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite, surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et moi, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine.